Très bien. Alors, Laurie. Oh, ça m'a essoufflé. Mon effort. Quand tout semble perdu. Alors, Laurie, tu as un parcours qui est vraiment, vraiment impressionnant, je trouve. Est-ce que tu peux nous refaire un petit résumé depuis tout le processus, depuis le doctorat jusqu'à coalescence? Alors, doctorat, ça a commencé bien avant, en fait. Donc, j'ai toujours été une grande passionnée par la science, le monde du vivant, la biologie. Alors, ayant grandi à Nice, fan de voile, d'océan, au début, je voulais être océanographe. Donc, je voulais partir en bateau, étudier les dauphins. Et puis, de fil en aiguille, étant bonne à l'école, aimant étudier, apprendre, faire des connexions, je me suis retrouvée dans le domaine de la recherche. J'ai commencé par la biochimie d'abord. J'ai eu la chance de travailler très rapidement avec les cellules souches et le développement des cellules souches. Donc en fait, cellules souches, c'est les cellules qui se développent en plein de cellules différentes. Donc du coup, ça te permet de voir des cellules qui vont se transformer en neurones, en cardiomyocytes, donc cellules du cœur. Donc de voir vraiment tous les aspects du monde cellulaire et biologique, quoi. Donc là, on parle déjà de ton expérience en tant que chercheuse post-doctorat, n'est-ce pas? Avant Avant même ça. Avant doctorat. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire un doctorat en immunologie. Donc aussi, toujours dans le développement des cellules souches. Mais dans ce cas-là, c'était le développement des cellules souches en cellules sanguines et cellules immunitaires. J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, donc faire un super doctorat avec des publications dans des revues hyper cotées comme Science, comme Nature Reviews, donc qui sont vraiment qui te donnent vraiment un bon CV quand tu publies là-dedans dans tes premières publications, en fait. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a intéressé à la base. Pourquoi tout ce qui est ce monde de la biologie cellulaire, humaine, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ça à la base? Alors déjà, j'ai toujours été passionnée par le monde de vivant. Donc comme je t'ai dit, j'étais intéressée au départ par les animaux, mais par le monde du vivant en général. Même petite? Même petite, ouais. Et il y a eu quelque chose qui m'a marquée dans ma vie. Donc j'étais très bonne à l'école, j'aimais étudier, donc ça n'a jamais été un frein. J'ai perdu une amie très tôt. Moi j'avais 17 ans, elle en avait 10 de plus, Morgane, d'un cancer. Et étant déjà intéressée alors au départ plutôt par les animaux, mais je me suis dit finalement c'est une bonne motivation pour aller étudier. Justement, c'est pour ça que je me suis retrouvée en immunologie, en fait. Ok. Et alors justement, j'aimerais faire cette transition entre ta vie académique et puis ta vie professionnelle au moment où tu as commencé à être chercheuse dans le domaine de la pharmaceutique. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu cette transition? Est-ce que la manière dont tu appréhendais les informations et la manière que tu travaillais en tant qu'académicienne, doctorante, etc., était la même qu'en tant que chercheuse pour un grand groupe? La pharma, ça a été vraiment une des dernières étapes de ma carrière dans la recherche. Avec un besoin d'aller chercher un peu plus ce qui est appliqué au niveau de la partie appliquée justement de la recherche. Mais c'est là que je me suis rendu compte que finalement ce que j'avais aimé dans la recherche académique, c'est vraiment cette liberté, ce fait de recherche sur un sujet donne lieu à un autre sujet. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir, j'ai toujours travaillé dans la médecine, donc dans la recherche en médecine, en biomédecine, avec des médecins. Okay. Et qui m'ont toujours fait confiance. Donc j'avais la possibilité, la liberté de passer d'un sujet à l'autre suivant ce que nos recherches donnaient. Et ça, c'était un grand bonheur, quoi. Et puis c'est quelque chose que tu trouves pas forcément dans le milieu pharmaceutique. Là, tu as des cahiers des charges, tu dois répondre à des demandes, des sujets, des financements. Ouais. Donc tu es beaucoup plus limité. Alors j'ai appris énormément sur la rigueur scientifique, sur aussi énormément. Alors j'étais dans la partie recherche et développement, donc il y avait quand même beaucoup de recherche typiquement, mais c'était une recherche qui était beaucoup plus cadrée. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de la partie liberté que j'avais justement avant en recherche académique et que je trouvais beaucoup moins dans la recherche pharma. Donc pharma, j'ai pas fait très longtemps. Ouais. J'ai fait 2 ans.
est-ce que du coup, on peut dire que la différence principale entre ta recherche en tant que doctorante, puis chercheuse académicienne, et la pharma, c'est le fait d'un côté, tu choisissais ce que tu as envie d'étudier, et de l'autre, après, on te l'a dit, quoi. Il faut faire de la recherche dans ça, vous êtes payé pour ça. Oui, et puis t'es limité aussi il y a des recherches qu'il faut peut-être pas, quand il y a un médicament qui est déjà commercialisé, tu vas pas trop creuser, même si tu trouves des voies qui montrent que il y a peut-être des choses à revérifier. Donc c'était, si tu veux, moi c'était pas mes valeurs, dans le sens où voilà, j'avais vraiment besoin de ce côté de liberté d'avancer, et puis de cette inspiration de lire des publications, de donner lieu à une nouvelle recherche. Là, c'était très cadré. Et puis, j'ai eu travaillé aussi dans le domaine de l'autisme. Donc, finalement, le but de la recherche pharma, c'est de faire des médicaments. Donc, c'est trouver une molécule pour l'autisme. Et l'autisme, c'est un spectre qui est tellement large. Quand ça collait pas avec ce que moi, je pensais, de dire, c'est pas un médicament qui va guérir l'autisme, et puis des recherches qui ont finalement pas abouti. Alors justement, étant donné qu'on est à Genève et donc on a pas mal de ces grandes sociétés pharmaceutiques, il y a cette question que beaucoup se posent, moi le premier, j'avais entendu parler, il y a toujours un peu des rumeurs et l'avis des uns et des autres. Est-ce qu'au final, le monde de la pharmaceutique, est-ce qu'on cherche à guérir des gens ou est-ce qu'on cherche d'abord à faire de l'argent? C'est une industrie, donc on cherche le profit. On cherche à vendre des médicaments. Alors, ça reste une recherche, une intention de créer des médicaments. Donc, on s'intéresse à la santé, oui. Mais c'est dur de mettre le travail sur la santé qui a quand même à voir avec l'exploration du vivant, avec les découvertes, dans des cases très, très précises où tu veux finalement commercialiser un médicament. Donc ça limite quand même beaucoup Mais du coup, comment est-ce qu'une société comme ça va décider, on va développer un médicament pour telle maladie? Comment est-ce qu'ils vont choisir ça, par exemple? Est-ce que c'est le fait d'avoir... ils vont dire, il y a tant de millions de personnes dans le monde qui ont ce besoin-là, alors on va s'attaquer à ça parce qu'il y a encore du marché à prendre. Exactement, c'est vraiment une question de marché. Moi, c'est quelque chose qui bloquait avec mes valeurs, c'est que j'avais l'exemple en faisant des liens justement avec des papiers, des recherches qui étaient déjà sorties, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant pour une maladie qui s'appelle la chorée de Huntington, qui est quand même considérée comme une maladie rare. Et on m'a gentiment fait comprendre que il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, donc il fallait se concentrer sur Alzheimer et la recherche sur Alzheimer. Donc, personnellement, dans moi, mon cheminement de pensée, ça m'a freiné, quoi. Ça m'a bloqué. Puis c'est là que j'ai déjà commencé à décider de quitter la pharma. Ta grande spécialité, c'est donc le fonctionnement du cerveau. Dis-moi si je me trompe. Et c'est pour ça que tu as développé diverses façons de le traiter. Qu'est-ce qui ne va pas avec le cerveau des gens en 2025 quels sont les grands problèmes que beaucoup de monde auxquels on fait face sans forcément le savoir, en fin de compte? Alors, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nos cerveaux. Heureusement, on fonctionne bien. Encore une fois, on a quand même créé une société qui fonctionne, et donc je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je pense principalement, c'est qu'on est maintenant sursollicité. On vit dans une société d'excès. On a l'excès excès de malbouffe, excès d'informations qui n'est pas forcément trié. C'est-à-dire qu'on se reçoit tout en paquet, quoi. Et on a du mal à faire le tri. Et je pense qu'on a des systèmes nerveux, qui est finalement notre système, qui est la première barrière de réactivité par rapport à tout cet excès. Même quand ça concerne l'excès de malbouffe, l'intestin, le microbiote, ça communique directement justement avec ce système nerveux. On n'est pas fait pour fonctionner sur l'accélérateur à 100%. Est-ce que du coup, tu dirais que
les technologies et les avancées industrielles humaines qu'on a connues dans ces 50 dernières années vont trop vite par rapport à l'évolution de notre cerveau? Peut-être. Je pense dans tous les cas. Je pense dans tous les cas. Je me pose souvent la question des gamins déjà d'aujourd'hui qui sont... Enfin, je sais que moi, mon gamin à 3 ans, il savait manipuler des trucs sur mon iPad que je soupçonnais même pas. Donc oui, alors le cerveau, c'est un organe d'équilibre, d'adaptabilité. Donc il s'adapte, il va s'adapter. Mais je trouve qu'il s'adapte avec un coût quand même pour notre santé mentale quelque part. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de maladies liées justement au mental, au stress. En tout cas, moi, c'est ce que je vois principalement au cabinet. Ouais. C'est du stress sous toutes ses formes, et qu'elle soit physiologique, qu'elle soit dans la psyché, dans la gestion des émotions. On est dans... Quelles sont les conséquences qui vont en découler sur notre physique après, un point de vue maladie, etc. Qu'est-ce qu'on risque en fin de compte? Donc ça peut être des maladies, enfin des symptômes digestifs, ça peut être des symptômes musculo-squelettiques où on se coince le corps, le dos sans arrêt parce qu'on crispe tout le temps, cardiovasculaire parce que ce système nerveux justement il alimente le cœur. En fait on a un accélérateur, un frein qui accélère et ralentit le cœur en fonction de tout ce qui nous arrive dans le quotidien. Donc Coalescence a ce but de traiter le corps et l'esprit holistiquement, donc dans son ensemble. Quels sont les exercices pratiques que tu pourrais conseiller à quiconque de faire chez lui, justement pour avoir une espèce de soupape, de relaxation face à ces journées incroyables qu'on a tous? Technique numéro 1, validée chez tous mes clients, et moi la première, c'est la respiration. La respiration, on parle de cohérence cardiaque, on parle de respiration, on en parle de plus en plus. Les médecins commencent à en parler aussi. C'est pas pour rien. C'est que finalement, quand tu fais un exercice de cohérence cardiaque, tu viens justement agir sur ces deux branches du système nerveux, ce frein et cet accélérateur. C'est-à-dire que quand tu inspires, en fait, tu stimules légèrement l'accélérateur de ton système nerveux, mais quand tu expires, tu stimules le frein. Donc tu apprends, en fait, tu augmentes le tonus de ton système nerveux pour passer de l'un à l'autre. Donc c'est pas juste fait pour endormir, la respiration c'est pas juste fait pour endormir le système, c'est fait pour réguler, si tu imagines justement ce système nerveux comme un muscle, c'est fait pour tonifier ce muscle-là, donc pour passer plus facilement de cas de stress au repos et inversement. Donc la respiration... Quand est-ce qu'on fait ces exercices ? Moi, je conseille, j'aime beaucoup les routines, j'aime beaucoup les choses courtes, faciles à intégrer dans le quotidien. Le matin, je trouve qu'il y a quelque chose de magique qui se passe même au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le matin, au réveil, le cerveau, il est dans ce qu'on appelle le mode alpha. Le mode alpha, c'est ce mode un peu encore rêveur, un peu pas hyper concentré comme on pourrait l'être maintenant, ou comme tu pourrais l'être dans le reste de la journée. Et ce mode alpha, c'est un mode qui active un fonctionnement du cerveau qui s'appelle le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut, et qui vient vraiment connecter des choses dans ton cerveau, qui te permet c'est là où on a nos mémoires autobiographiques, c'est là où on pense à ce qu'on est, à qui on est dans la vie, mais c'est aussi là que tu fais tes liens et tes connexions. Donc le matin, il se passe des choses au niveau du cerveau qui sont très précieuses. Et donc du coup, ça te semble une bonne idée de faire ces exercices quand on est encore dans ce mode alpha? Ouais, tout à fait. Déjà pour ça, pour renforcer un peu ce mode alpha, pour renforcer ce mode qui vient construire, fabriquer ces liens, et aussi passer le début de la journée. Donc c'est tu installes ton état d'esprit pour la journée. C'est-à-dire que tu commences ta journée, tu t'ouvres les yeux, tu es déjà sur Internet, tes emails, et tu passes tout de suite en mode bêta, donc en mode où tu cogites, et puis ça y est, tu es déjà parti dans le stress. Alors que tu prends un petit moment pour toi le matin, je conseille souvent aux gens de mettre le réveil, même quelques minutes, pas beaucoup, 5 minutes plus tôt, 5 minutes de s'asseoir dans son lit avant même d'ouvrir le téléphone, idéalement, avant même d'allumer la lumière, respirer. Juste respirer, t'as pas besoin de faire même un exercice précis de respiration, mais juste te connecter à ton souffle. Et donc, concrètement, ça se passe comment? Tu fais quoi? Tu respires profondément, avec un certain nombre de secondes. Qu'est-ce que tu conseilles? Même pas forcément. Alors oui, après, tu as tout un panel d'exercices différents. Tu peux inspirer sur un certain nombre de secondes, expirer sur un autre. Il y a plein d'exercices.
ça se décline à l'infini, mais juste le fait de te connecter à ton souffle, tu te connectes à toi. C'est ce qu'on fait naturellement quand on a un coup de stress. Qu'est-ce que ça veut dire, se connecter à son souffle? C'est-à-dire quoi? Être conscient, ne penser qu'à sa respiration, inspirer, expirer pendant... Ouais. Et puis ce que ça fait comme sensation aussi. Tu as des sensations particulières quand tu inspires, tu as des sensations particulières quand tu expires. Donc c'est vraiment, tu allais te concentrer sur... En fait, c'est le retour au corps. C'est le retour au corps, au souffle, c'est de l'introspection en fait. Tu coupes un petit peu tout ce qui te stimule à l'extérieur pour aller chercher à l'intérieur de toi ce qui se passe. Donc c'est le principe, c'est le début de la méditation aussi. Méditation, on parle d'introspection, on parle de regarder à l'intérieur plutôt que de regarder à l'extérieur. Et ça me paraît presque trop facile par rapport aux exercices que j'ai connus mais c'est le cas pourtant. Malheureusement ça, c'est que c'est tellement facile qu'on le fait plus. Okay. Enfin qu'on le fait plus. Justement, on se dit c'est trop facile donc je vais pas le faire. Le cerveau change et apprend avec la répétition. Du coup, on a parlé donc de la respiration, numéro 1, des choses que tu conseilles. Numéro 2, du coup, ce serait les bains d'eau froide ou pas forcément? Pas en priorité, je pense qu'il y a d'autres choses à voir avant. Je pense qu'on manque aussi beaucoup de liens humains, de connexion les uns avec les autres. Encore plus depuis le confinement, on est très individualiste, on a besoin de connecter les uns avec les autres, on a besoin d'être ensemble, et ça aussi, ça joue sur le système nerveux. On pourrait croire que quelqu'un qui est seul est moins sollicité, sollicite moins son cerveau vis-à-vis de justement des connexions sociales qu'il n'a pas. Du coup, on pourrait penser que son stress mental serait moindre que quelqu'un qui va boire un café tous les jours avec ses amis. Je te renvoie vers une étude magnifique, il faut que tu regardes ça. C'est un TED Talk d'un chercheur à Harvard qui s'appelle Robert Waldinger. Il a fait une des études qu'on appelle longitudinale, donc c'est une étude sur beaucoup d'années. La plus longue, je crois, qui existe au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est plus de 85 ans. Il a observé des gens, alors à mon grand désarroi, c'est que des hommes, mais bon, à l'époque, 85 ans en arrière, on faisait de la recherche que sur les hommes, on commence à changer heureusement. Mais il a montré que tout facteur confondu, ce qui était le plus important pour la santé de l'être humain, donc tout facteur confondu, origine sociale, c'est la relation humaine, c'est la relation avec les autres. Donc cette solitude, elle nous tue. Elle nous pèse littéralement sur le cerveau, quoi. Vraiment. D'où peut-être ces épisodes de dépression et autres que certains ont pu connaître pendant le Covid. Tout à fait, Ok. Et puis, est-ce que tu as un troisième conseil pratique qui te vient souvent en tête quand tu vois tes patients? On parlait tout à l'heure des rythmes, donc les rythmes qu'on appelle rythmes circadiens. Moi, j'aime bien imaginer ce qui se passait pour nos ancêtres, parce que finalement, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et grâce au fait qu'ils ont survécu à tout ça, on est là. Le soleil, en fait, dans la journée, il commence bas, il monte au zénith à midi et puis il redescend le soir. Donc, le soir, on est comment? On est avec des lumières, avec des plafonniers allumés jusqu'à pas d'heure. On a les écrans devant les yeux. Donc, toutes ces sources de lumière qui nous arrivent continuellement, en fait, elles font qu'on casse ces rythmes biologiques. Donc, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Et je pense que c'est ce qu'on respecte malheureusement de moins en moins grâce à toute la technologie qu'on a. Donc, un conseil que je donne particulièrement, c'est le soir, d'éteindre justement toutes les lumières qui viennent du plafond, tous les plafonniers, d'utiliser des lumières les plus basses possibles, un peu orangées. Tu sais, ces lampes celles de l'Himalaya, là, moi je sais que j'ai ça et que je conseille à mes patients de se faire offrir ça. Super beau cadeau de Noël, c'est une très jolie Mais du fait de la couleur... La couleur aussi, parce que le soleil qui arrive le soir, il est orangé. Un joli coucher de soleil, ça c'est couleur orangée. La rétine analyse ces couleurs orangées aussi pour dire que ça y est, il est temps d'aller faire dodo. Donc respect des rythmes, réveil régulier, pas manger trop tard le soir, parce que de la même façon que si tu utilises des plafonniers hyper, c'est ces néons là, et que tu manges un gros repas le soir, ton organisme au lieu de se mettre au repos et t'aider à t'endormir, il va digérer, donc il va pas être
il va pas être en mode réparation, ce qui se passe normalement la nuit. Il va être en mode je digère, donc je bosse, quoi. Donc je parlais des routines, donc le matin, ce qui va te mettre en bon conditionnement pour ta journée, avec la respiration, avec un petit moment d'introspection avant d'aller te livrer au monde extérieur. Et puis le soir, c'est l'inverse. Il faut ta petite soupape pour justement, là, on coupe avec le monde extérieur et puis on revient en soi avant d'aller s'endormir, quoi. On a parlé avant donc de la pharma. J'ai envie de te demander, en tant que thérapeute, quel est le regard que tu as sur comment la santé est gérée en Suisse, puis, de manière générale, en Occident de manière générale. En Suisse, en tout cas, je trouve qu'on a un système qui est incroyable en termes de qualité, en termes de ressources, donc ressources financières pour tout ce qui est recherche, justement. Donc moi, j'ai une grande chance d'évoluer en Suisse, même si je suis française à la base, en Suisse depuis le début de mes études. Hein, donc il y a beaucoup de potentiel. Après, je pense là, pour le coup, dans toutes les sociétés occidentales, suisses compris, on focus énormément sur le curatif. On soigne quand la maladie est là. Et on néglige encore trop le préventif. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai voulu développer avec Coalescence. C'est beaucoup de préventif. Alors oui, je travaille en tant qu'ostéo aussi. Donc quelqu'un qui s'est bloqué le dos, il vient une fois qu'il s'est bloqué le dos. Mais j'ai beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui commencent à comprendre qu'il y a aussi une composante de bien-être, de régulation et surtout d'autorégulation. On est capable de s'autoréguler pour autant qu'on nous mette sur la voie. Donc c'est plus, on a besoin d'accompagnement, et je trouve qu'en médecine, on développe pas assez ça. Tu penses du coup que le fait qu'on manque de prévention dans le monde occidental par rapport à la santé, est-ce que tu penses que c'est juste un héritage que ça s'est passé comme ça et qu'on s'est plus intéressé à comment régler les problèmes que de les éviter à la base? Est-ce que c'est à cause de ça, ou tu penses que c'est plus grave que ça? Il y a quelque part aussi les lobbies pharmaceutiques qui poussent à ce que ce soit plus une société de médicaments plutôt que de prévention. On revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est que finalement, quelqu'un qui sait prévenir ses propres inconforts, ses propres malaises, voire maladies, en appliquant des techniques comme de la respiration, comme la connaissance du corps, il va moins consommer du médicament. Donc malheureusement, je crois que c'est un petit peu ce qui drive la société. Comment est-ce que tu vas justement tirer un diagnostic avant de traiter le client, le patient? Qu'est-ce que tu vas faire dans un premier temps pour définir qu'est-ce qui ne va pas? Alors déjà, je ne pose pas de diagnostic. Le diagnostic, ça appartient au domaine médical. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. J'ai un outil qui est génial, qui est un EEG, qui est un électroencéphalogramme. Ce n'est pas pour tous les gens qui viennent me voir, c'est les gens qui choisissent ça. Ça fait partie d'une des thérapies que je propose. Et avec cet EEG, on arrive à mesurer très rapidement, en une vingtaine de minutes, les ondes cérébrales dans différentes régions du cerveau, avec yeux ouverts, yeux fermés, en faisant un petit calcul mental. Donc tu arrives à évaluer, si tu veux, le fonctionnement cognitif, la concentration de la personne, la capacité à lâcher prise et justement les ruminations. Tu arrives à évaluer tout ça, donc ça te permet vraiment d'avoir c'est plus un outil de départ pour que la personne se connaisse encore mieux. Et souvent, ce que je dis aux gens, c'est vous n'allez pas avoir de grosses surprises, ça va venir confirmer des choses que vous ressentez. Et c'est le retour que j'ai. Quand je fais ces bilans, c'est mais comment... En général, je ne pose pas de questions avant. Je dis aux gens, voilà, me dites pas ce qui vous amène. On va mesurer votre cerveau, ça va être très rapide. Ce n'est pas invasif, c'est les capteurs qu'on pose sur la tête. Et c'est votre cerveau, c'est les chiffres, en fait, c'est les mesures de ces ondes cérébrales qui vont nous dire qui vous êtes. Et puis les gens, en général, ils ont une espèce de membre, des fois même la larme à l'œil, en disant, mais comment, je vous ai rien dit sur moi et comment vous savez tout ça? Donc ces ondes cérébrales, elles ne mentent pas, c'est le fonctionnement de ton cerveau. Donc ça permet, si tu veux, un déclic suffisamment fort pour dire à la personne, voilà, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui,
vous saviez que vous étiez anxieux, maintenant vous savez que vous avez un score d'anxiété à 2 sur 5 par exemple. Donc là, il est temps qu'on fasse quelque chose. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de mieux se connaître, de se connaître vraiment sur... là, on est vraiment sur la personnalisation. La personne, elle va agir. Ouais. Ok, maintenant je vais faire quelque chose pour mon anxiété. Alors c'est là que j'utilise soit de l'ostéocrânio-sacrale qui va travailler vraiment de façon manuelle. Là c'est moi qui bosse, puis la personne elle travaille aussi énormément parce qu'on parle, elle fait des liens, il y a des petits devoirs à faire après chaque séance. Je ne laisse pas les gens trop tranquilles parce que justement je veux qu'ils soient acteurs de leur santé. C'est le principe c'est presque le contrat qu'on a ensemble quand on commence à bosser ensemble. Ça veut dire que tu vas pouvoir mesurer l'avant et l'après de quelqu'un qui vient chez toi, voir si les devoirs que tu lui as donnés auront fonctionné, et donc si, grosso modo, son cerveau se porte mieux X mois après. Mais surtout déjà ce qu'on appelle le symptom tracking, avant même de mesurer, dire la personne qui revient, qui a déjà fait son exercice de respi ou changer 2-3 petites choses sur l'alimentation, même ça, ça en général, je délègue à des nutritionnistes qui font ça à la perfection, mais déjà de voir la personne qui a changé, qui se sent mieux, qui dort mieux, qui... Déjà rien que ça, enfin tu le vois dans la... Tu le vois chez la personne. Après, j'ai des gens avec qui je travaille plus longtemps. Mesurer le cerveau, le cerveau, c'est aussi une bécane de compensation. Donc quand tu casses des compensations au début et que tu remesures le cerveau juste après au niveau des ondes cérébrales, souvent tu casses des compensations. Donc il y a même une espèce de péjoration qui se fait dans les ondes cérébrales. C'est-à-dire que tu as un petit peu plus d'anxiété quand tu vas aller travailler à augmenter ta concentration, mais tout ça se régule, mais beaucoup plus tard. Donc je mets plus de temps à aller refaire un bilan, mais pour des gens que j'ai suivis pendant assez longtemps, on a refait des bilans et puis c'était impressionnant. Quel est le message que tu as envie de faire passer à travers cette vidéo? S'il y a un message, qu'est-ce que les gens devraient retenir de tout ça? Qu'ils ont la main, que c'est possible de mieux se connaître et puis d'agir soi-même sur son cerveau, mais sur toute sa santé en général. Donc soit se faire accompagner, il y a maintenant énormément d'outils pour mieux se connaître, de développement personnel, mais on peut soi-même, déjà soi-même changer son cerveau en fait. On peut changer beaucoup de choses. On peut changer beaucoup de choses. On peut modifier son cerveau, on peut recabler son cerveau pour changer sa vie, quoi. Aller mieux. Merci Laurie. Merci Benoît.